Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, et faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Bonnepacle. Pour le Football Club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà le ballon derrière Majid Waris face à Tchernik qui va retrouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, c'est parfait, bim bam boum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver après un nouveau week-end de folie du côté du FC Lorient. Pas du tout, le FCL est sorti du top 10 après une nouvelle prestation. On cherche les qualificatifs encore. On va dire une prestation contre Toulouse. Le FC Lorient est donc 11e de Ligue 1 avec 45 points, à égalité avec l'OGC Nice. C'est peut-être la seule chose intéressante, qui est 10e. Clermont nous est passé devant. Bref, rien ne va plus FC Lorient. Comité très restreint aujourd'hui. Je suis avec Raphaël Lecor. Salut Raph. Salut à tout le monde. Je pense que les vrais supporters sont là en fait. Tous les autres ont arrêté de regarder le FC Lorient, je pense. C'est ça, en fait, Lucas, Camps et Pierrot sont en vacances, un peu comme nos joueurs, qui ont pris des vacances de bonheur cette saison. Hier, dimanche, on recevait Toulouse à la maison. Toulouse qui a plus grand-chose à jouer dans son championnat. C'était quoi? C'était valider le maintien pour eux en cas de victoire. 41 points. On prépare la finale de la Coupe. Bref, ils venaient un petit peu en claquette au FCL. Et ils ont gagné, Raph. Ouais, pas beaucoup d'enjeux en fait finalement pour les deux équipes, même si dans les discours ça parle souvent d'objectifs de fin de saison, d'essayer de finir le plus haut possible, etc., etc. En tout cas, dans les intentions, on n'a pas vu un match, comment dire, un top match en fait du FCL. On s'est ennuyé. On s'est ennuyé. On a vu très peu d'intentions, je trouve assez peu d'agressivité et ce nouveau système qui du coup a pas forcément été non plus une clé du match. Je pense que ce qui est à mettre quand même au positif, c'est que on a une possession. C'est le deuxième match où on touche le plus le ballon. C'est aussi une possession qui est assez haute sur le terrain puisque c'est notre deuxième possession, du coup également le plus haut sur le terrain, parce que sur le tir offensif, on a plutôt fait circuler le ballon. En revanche, c'est aussi énormément de déchets techniques dans le dribble, dans la dernière passe, dans les derniers mètres, etc. On s'est mis très très peu en situation, si bien qu'en fait on est dans le flop 3 du coup des prestations offensives du FCL cette saison, puisqu'on sort de ce match avec un seul petit tir cadré, c'est-à-dire autant qu'à Lille et autant qu'à Lyon. Donc ce qui est très frustrant, c'est qu'il y a un potentiel de ballon positionné très haut sur le terrain, mais avec une finition désastreuse. Mais même pas de finition désastreuse, puisqu'on ne sait pas créer ces options de tir. Donc match très frustrant, parce que finalement, on n'a pas non plus été mis tant que ça en danger, mais je trouve que le peu d'occasions que Toulouse a pu avoir, ça a été un petit peu plus tranchant que ce qu'on a pu se procurer. Donc on ressort de ce match-là en fait finalement avec assez peu de certitude. Et ce que j'ai un petit peu envie de dire, c'est quoi la suite? Peu de certitude et surtout, moi c'est bien la possession, tout ça, mais elle sert à rien dans ce cas-là. Ah bah oui, de toute façon, peu de certitude. Ouais, le coach s'en cachait pas en disant que c'était très stérile et que du coup on avait manqué de justesse et d'accélération
dans les derniers mètres et sur le plan offensif. Ouais, pour moi, on peut jouer 90 minutes comme ça et jamais marquer en fait. Donc, Ouais, si en plus, ouais, et en plus, du coup, si tu manques un peu, enfin, tu es très naïf finalement et on reparlera peut-être de ce but parce que il y a des positionnements et il y a un positionnement défensif qui est un petit peu bizarroïde. On presse à contre-temps, on se fait piéger, etc. Mais non, enfin, en tant que supporter, c'est 90 minutes qui sont pénibles, en tout cas. Et ça commence à pénible. faire beaucoup de matchs comme ça, où c'est 90 minutes, pas très intéressantes à suivre le FC Lorient. Il est loin le temps du début de saison où on se régalait à regarder les Merlus, victoire ou défaite, peu importe, mais on se régalait. Là, c'est un peu plus compliqué. Ça fait un petit moment, on aura l'occasion de revenir à une frappe cadrée. Tu sais que c'est un petit peu ma stat fétiche ces derniers mois. Là, je dis, on ne frappe plus beaucoup au but, attention, ça devient compliqué. Une frappe cadrée, je me souviens même pas. J'ai une frappe d'Abergel qui finit sur le poteau à la 93e minute. Je ne vois pas une autre frappe cadrée. Je vois pas un arrêt du gardien toulousain. Mais Alors la frappe cadrée, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai un petit trou de mémoire. pour être tout à fait transparent, j'ai regardé le match en dilettante à l'aéroport à Porto. Je suis allé voir Boavista Rio Ave ce week-end. Et ben, niveau de football était à chier, mais je me suis beaucoup plus fait plaisir que ce match-là. J'ai tenté de revoir en replay, je me suis endormi pendant la sieste tout à l'heure. Alors ça, c'est pour meubler pendant grave. On retrouve Ouais, c'est frappe cadrée. Ibrahima Koné, du coup, à la 19e, à 18e. Bon, bref, ça nous a pas marqué. Ouais, Euh, clairement pas. non, après, il y a eu beaucoup de frappes, beaucoup de frappes. Je vais me calmer. Quelques frappes bloquées, pas mal aussi hors target, puis surtout, en fait, assez peu de contrôle judicieux, de ballons bien dans la course, etc. Donc, beaucoup d'approximations. Énormément d'approximations. Et c'est vrai que quand tu regardes ce match-là et que tu essaies de dire qui a sorti la tête de l'eau et qui s'est illustré, bah, la liste est très courte. Après, ça faisait plaisir au moins de revoir Vogo dans les cages, qui a fait une prestation honnête. Et puis après, bah, je pense que c'est ce système qui est pas encore huilé. Et ouais, on a encore des difficultés. Ce que je te propose, c'est d'analyser ce match par plusieurs plans. On commence par le système, justement. Parle-nous un peu de ce système proposé par Régis Lebris, avec, dès le début, Koné titulaire. Ouais, Koné titulaire, je pense qu'il y avait un plan assez clair. C'était de profiter des ailes pour essayer d'apporter du danger. C'est clairement ce qui a été fait, puisqu'on a fait 22 centres. Donc on est à peu près sur les meilleurs matchs du FCL en termes de centres tentés. Donc il y avait vraiment cette envie d'apporter du danger par le centre, avec la position en fait de Lefebvre et de Fèvre qui était un peu particulière, puisque elle était en soutien de Koné, mais souvent assez excentrée. Et du coup, ça permettait d'avoir le piston plus du coup les deux soutiens de l'attaquant, on va dire, en capacité d'exploiter les ailes. C'est ce qui s'est passé. Donc, en gros, on avait une sorte de 3-4-2-1 ou 5-2-2-1 sur le terrain, avec en piston Silva et Yongwa, et une défense du coup à 3 avec Le Goff, Talbi et Meïté. Donc on avait Makengo à Bergel au milieu, en double pivot, et Koné dans l'axe. Et en fait, sur phase défensive, on se retrouvait en 5-4-1. Clairement, c'est ce qui a été joué du coup de la première minute jusqu'à la 30e minute. Alors, je suis pas certainement à 100%, mais j'ai eu la sensation qu'à un moment donné, le coach a fait évoluer le dispositif en 4-4-2 avec Lefebvre qui était plus proche d'Ibra et du coup Yongwa qui occupait le couloir gauche, toujours le couloir gauche, mais un cran au-dessus. Du coup, on avait une ligne de 4 avec Silva à droite et Le Goff à gauche, et Fèvre qui prenait le côté droit. Ça a joué 15 minutes comme ça sur la fin de la première période, mais par contre on est revenu sur ce système-là en deuxième période, du coup les nouveaux entrées à l'heure de jeu ont également exploité le même système. Par contre Le Goff est passé piston, et du coup Kathleen est également passé piston. En revanche, Kaloulou est passé dans cette défense axiale axe droit, Meïté a repris l'axe et Talbi s'est décalé du coup axe gauche dans cette défense à 3. Donc il y a eu pas mal d'ajustements au final, et même devant,
on a retravaillé le système avec et notamment Innocent qui est rentré à la fin. Donc beaucoup je dirais pas de bricolage, mais beaucoup de changements. Donc je sais pas si ça aide aussi à créer de nombreux automatismes, mais je nous ai trouvé toujours un peu en décalage sur les montées offensives. On a toujours ce problème avec ce système de bien faire monter le piston au bon moment, d'apporter le bon surnombre. Et ce qui est très difficile, je trouve, par rapport à notre manière de jouer en début de saison, c'est qu'il n'y a aucun soutien sur nos attaques. Je me faisais la réflexion à chaque fois, à chaque contre. Je me disais, on joue des 2 contre 4, des 2 contre 5, des 2 contre 6, des 3 contre 8. On n'a jamais le surnom, mais pas la vitesse pour faire la différence. Donc le jeu de transition est vraiment mort aujourd'hui. Hein. Enfin, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit Lorient avoir la possession. Beaucoup plus qu'avant. Et par contre, aujourd'hui, on ne sait pas l'exploiter. Donc le frein offensif, il est vraiment là. On ne sait pas exploiter ses positions. On la garde. Ça nous permet aussi de moins être mis en difficulté et moins concéder d'occasions contre nous. Mais par contre, on s'approche de la surface sans y pénétrer. Je crois qu'il y a 5 passes seulement du coup au sein de la surface, ce qui est très limite, ce qui est très famélique. Et encore une fois, très peu d'occasions. Je pense que c'est flop 5 aussi en termes de X-goals sur cette rencontre. Donc Toulouse n'a pas volé en finale quand on agrège l'ensemble de X-goal, c'est 0,5, 0,6 0,6 je crois, ouais, exactement. Ouais, donc autant dire rien du tout. Je suis en train de compter les touches de balle dans la surface. Je crois qu'il y en a une petite douzaine, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est famélique. Tu n'as pas saisi ma perche au vol quand j'ai dit Koné titulaire. Ça veut aussi dire Bamba Dieng remplaçant. Ouais, Bamba Dieng remplaçant et une entrée du coup très transparente. Il avait une situation en effet pour se mettre en avant. Contrôle raté, alors que le service est plutôt bon, je trouve. Et surtout, c'est une situation parfaite pour un numéro 9. C'est ça, je trouve qu'il fait le bon appel. Ouais. Il a le corps bien positionné, etc. Et puis, la passe est bien mise. La passe est bien mise, et puis le contrôle, il n'y a pas de contrôle, le contrôle est raté. Voilà, c'est ce qu'on demande aussi à un moment donné, un attaquant avec un match où il y a peu d'occasions, etc. 25 minutes de jeu. Fais un bon contrôle, une frappe enchaînée. On t'en voudra même pas s'il n'y a pas but, mais au moins, prends ta frappe. T'as pas recruté un petit jeune qui découle au niveau et que tu prépares pour le futur. C'est ta recrue star du mercato. Et qui t'a coûté 10 millions, quoi. Ouais. Faut le dire. Qui doit porter l'équipe une fois que tu as vendu ta star. Tu avais vendu Mofis et Dieng devait prendre le relais. Et ça commence à faire un petit moment déjà. Et on voit, à la limite, si on voyait des progrès, on le soulignerait, mais on n'en voit pas. On voit, tu me dis si je me trompe, on voit pas vraiment d'évolution dans son jeu. On risque d'en voir de moins en moins parce qu'il va avoir moins de temps de jeu. Parce que là, du coup, il se fait barrer par Koné. Donc après, Koné n'a pas non plus fait un match transcendant. Un match transcendant. Il a touché 19 ballons. Là encore une fois, c'est très peu. Il s'est pas mis dans beaucoup de situations de frappe non plus. Donc voilà. Est-ce que finalement le meilleur match, c'est pas celui de Romain Fèvre, que pourtant nous sommes adeptes. On se demandait dans le dernier épisode, excuse-moi Raphaël, on se demandait dans le dernier épisode s'il fallait continuer à le faire jouer. Non pas pour une question de niveau forcément, mais simplement une question de projet. On sait qu'il part en fin d'année. Et finalement, il joue. Et finalement, c'est le meilleur joueur sur le terrain, je pense, dimanche. Surtout sur la première période, je trouve. Moi, j'ai vu que lui sur la première période. Un petit peu plus en dedans sur la deuxième, mais voilà, il arrive à faire jouer ses coéquipiers. Je l'ai trouvé un petit peu moins perso, entre guillemets, à lâcher plus le ballon, etc. Alors, il continue à tenter, c'est un peu son jeu aussi, à défier, à dribbler, etc. Mais il a eu beaucoup de situations aussi, de phases... de fautes aussi subies. Pour une fois, ça a été sifflé plusieurs fois, etc. Donc des coups francs aussi à disputer, à jouer aux abords de la surface et quelques passes plutôt bien distillées. Donc non, j'ai trouvé le match convaincant et peut-être aussi dans un rôle qui lui plaît plus, c'est-à-dire un tout petit peu plus proche de l'axe du terrain, un peu plus proche de l'attaquant. Donc, sur la première période, je dirais que c'était vraiment le joueur au-dessus du lot.
Et puis à la 66e minute, triple changement. Ouais. Sortie de Igor Silva, de Koné et de Darlin Nyong'o. Retour de Kalulu, tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Kalulu. Ça aussi, ça fait plaisir. Ça, c'était une des seules choses positives de ce week-end. Entrée de Dieng, c'était pas terrible. Et entrée de Kathleen qui, pour sa première situation gérée, la gère pas et ça fait but. Ouais, alors sur ce but-là, il y a Fèvre qui est au pressing et il fait un geste du bras en demandant les gars remontez d'un cran, etc. Venez presser. Tu vois, alors il y a Kathleen qui est hors champ, du coup moi j'ai vu le match à la télé qui déboule, qui arrive trop tard sur le mec qui reçoit la passe. Là il y a une sorte de jeu en triangle. Kathleen du coup revient vers son but et puis après il y a une situation où le gars dans son dos il est ni géré par Kalulu ni géré par Kathleen et du coup ça fait but derrière. Donc il y a eu un effet je pense qu'il a subi la volonté de Fèvre de monter d'un cran, etc. Et il était faut vraiment regarder l'action. Mais après, de toute façon, il y a une problématique de marquage. Après, c'est ça. C'est ce que je voulais souligner. Ce que je veux dire, le mec, il vient de rentrer. Normalement, il n'est pas fatigué. Il vient de rentrer. Non, il revient en trottinant et c'est son gars qui marque, quoi. Ouais, tu vois qu'il regarde pas dans son dos s'il y a un gars déjà. Et en fait, il monte pour redescendre. Enfin, il est à contre-temps, encore une fois. Donc, tu sens qu'il est pas bien rentré dans le sujet. Donc, c'est à la fois ce pressing de Fèvre désynchronisé avec celui de Kathleen qui permet l'incursion sur la gauche et une action qui se décante. Un Kalulu qui arrive trop tard pour être décisif. Mais avant ça, il y a quand même une énorme percée dans l'axe du terrain où du coup on se fait balader avant que ça revienne sur le côté gauche pour être conclu par un marquage inexistant. Donc c'est un peu une masterclass défensive, là on est passé à côté. Et d'ailleurs il y a une stat assez intéressante là-dessus. On a été très médiocre sur les tacles sur dribbleur. C'est une stat un peu particulière, mais du coup avec un ratio de merde. Donc non mais ça montre aussi et c'est pas une stat qui est anodine parce que du coup j'avais déjà constaté ça en début de saison, notamment sur notre difficulté à gérer les dribbleurs. Donc voilà, bon bref. Donc il y a beaucoup d'erreurs individuelles sur ce but-là, parce qu'en fait ça transperce tout l'axe du terrain et ça finit à gauche sur un marquage non réalisé. Ce triple changement, il intervient à un moment où finalement on n'est pas si mal que ça. Le retour des vestiaires est pas... Alors, attention, c'est pas Brésil 82, mais le retour des vestiaires est quand même un petit peu sympa, un peu plus sympa. Et ce triple changement, il vient un peu perturber la machine. Est-ce que c'est pas une petite erreur de Régis, de coaching ? Je pense qu'on ressort, on fait 5-10 bonnes minutes à la sortie. Et puis après, ça se retourne un petit peu, je trouve. Enfin, ils sont sur un début de temps fort, je trouve. Enfin, temps fort. En tout cas, ils reprennent un petit peu plus du poil de la bête, je trouve. Donc non, c'est pas. Je nous ai trouvé à ce moment-là du match moins en verve. Donc franchement, on n'a pas maîtrisé. Il sort les deux pistons. Il sort Darlin et Igor Silva, Darlin Nyong'o et Igor Silva, et les buts viennent de ces côtés-là. Bon, c'est un coaching suspect, je trouve. C'est les deux entrants qui passent un petit peu à côté, Kathleen et Kalulu. Ouais. Et en fait, je pense que tu vois où je veux en venir. J'ai un peu l'impression que le coaching de Régis Lebris sur ces dernières semaines, pour pas dire ces derniers mois, il est un petit peu compliqué à lire parfois. Alors, à lire, mais aussi, je trouve qu'il est moins inspiré. C'est-à-dire que du coup, tu vois pas l'idée, puis après, tu vois pas l'effet. C'est deux choses en fait. Tu peux comprendre pourquoi ça a été fait, et bon, parfois ça marche pas. Et c'est souvent là, malheureusement, un peu les deux. Je pense que c'est plus le but de Toulouse qui nous permet d'avoir quelques situations en fin de match parce que Toulouse défend, plus que les changements opérés à l'heure de jeu, enfin juste après l'heure de jeu. Et c'est un peu pareil finalement face à Monaco, où à 3-0, il te fait rentrer innocent.
Tu vois, enfin, c'est quoi le Ouais. projet? Et pourtant, à Monaco, sur le même match, j'avais bien aimé son coaching. Je voulais en parler un petit peu plus tard, puisqu'on va analyser aussi le match sous le prisme de est-ce que les joueurs ont quelque chose à foutre encore de cette fin de saison. Vous inquiétez pas, je sais que vous attendez ça. À la mi-temps de Monaco, triple changement parce que c'est du n'importe quoi sur le terrain. On peut imaginer que dans les vestiaires, il y a eu une petite remise dans l'axe de certaines choses. En tout cas, il y a sanction pour quelques joueurs. Et voilà, on sent qu'il découvre aussi la Ligue 1, Régis Lebris. Ouais, il découvre, mais je trouve que, enfin, là, je pense qu'il avait tout à fait raison de faire cet électrochoc parce que personne peut lui en vouloir. Enfin, faire rentrer bien trois sûr. joueurs, enfin, concrètement, je pense que j'aurais fait pareil à sa place. Peut-être pas dans le choix des hommes. Peut-être que j'aurais fait autrement, mais concrètement, Innocent, il n'arrive pas à la mi-temps. Il arrive après le troisième but. C'est ça Toi, que. là, tu es sur Monaco, ouais. Ouais, je suis sur Monaco. Oui. Du coup, tu as trois remplacements. Tu as Aouchiche, Koné, Yongwa qui rentrent à la mi-temps. Folland met le troisième. Et là, il fait rentrer Bonke Innocent. Donc, soit tu te dis à 3-0, tu es à Monaco. Tu te dis, bon, ça y est, c'est plié. Enfin, tu te dis pas que je vais revenir à 3-0. Enfin, je pense pas qu'ils se le disent véritablement. Donc, à ce moment-là, tu fais rentrer Doucouré, Innocent. Je sais pas ce qu'il a derrière la tête. Enfin, fais autre chose. Enfin, sors des choses un petit peu plus. Teste des choses. Il te rajoute un attaquant devant. Bah non, parce que Mais non, Doucouré remplace mais Dieng. non, bah oui, exactement. Ouais. Et donc donc t'as Ponceau qui sort pour Dieng. Enfin, c'est quoi le projet? Donc c'est pour ça que je te parlais de remplacement peu inspiré. Je sais pas s'il subit pas plus là ses choix. Mhm. Et il est en contre-coup en fait, puisque notre maîtrise de première mi-temps là du coup est pas terrible. À chaque fois du coup on a l'impression qu'il fait des changements pour faire des changements. Comme si du coup il fallait réagir quoi qu'il arrive. Donc non, je pense que je trouve aussi dans les mimiques et dans le non-verbal que tu vois que c'est difficile pour lui. Prise de notes, à se gratter la tête, à être assez moins de messages aussi, je pense. Il s'est un peu renfermé, peut-être un petit peu plus, il communique un peu moins. Et je Tu le trouve sens. que ces conférences de presse, quand il fallait nous expliquer comment gagner, comment il gagnait, comment ça se passait, c'était super intéressant. Là, pour nous expliquer ce qui va pas, C'est moins spécifique. ouais, c'est plus vague. Il a peut-être pas envie de filer des billes à tout le monde, ok. Mais il y a des choses qui sont pas, quand on regarde le match, on voit des joueurs qui sont pas concernés par le sujet. Tu prends Enzo Lefebvre, son match de dimanche, il est pas bon. Non, il est pas bon. C'est pas du Enzo Lefebvre. C'est pas du Enzo Lefebvre qui veut se dépouiller pour finir à la plus haute place de l'histoire du FCL. Projet qui est terminé d'ailleurs au passage. Mais c'est son utilisation qui est très différente de tout ce qu'on a connu d'Enzo Lefebvre aussi. Tu vois, enfin, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Enfin, je ne défends pas Enzo Lefebvre. Non, mais on peut le défendre. Je dis juste que aujourd'hui, Enzo Lefebvre, on l'a vu sur les 2 à 3 dernières saisons, surtout sur les 2 dernières, son poste idéal est au cœur du jeu. Sûrement en 8, peut-être en 6, mais beaucoup moins en 10. Est-ce qu'on a vu un match abouti de Lefebvre en 10 cette jamais. saison? Voilà. Non. Donc, mais ni cette saison, ni la saison précédente, ni voilà, c'est pas son c'est pas son poste. Et donc, du coup, oui, d'accord, on a Berger, les Makengo, il faut les faire jouer et tu vas peut-être, mais pourquoi pas? Je sais que le 4-1-4-1 a pas forcément donné beaucoup comment dire, d'éléments positifs, mais enfin, qu'est-ce qui t'empêcherait de mettre Makengo et Lefebvre sur la même ligne en 8 à Berger en 6 pour remettre peut-être un Lefebvre au cœur du débat? Là, je l'ai trouvé, mais enfin, il a pesé sur rien. Et là, au final, quand tu n'as plus d'agressivité positive du coup sur le porteur, tu n'as aucun cadrage. Enfin, je trouve notre cadrage de l'adversaire nettement moins bon qu'à l'accoutumée. Enfin, notre pressing, il est pas bon. Enfin, faut se le dire aussi. Sur phase défensive, on n'est pas bon sur pressing, beaucoup moins qu'avant. Donc, moi, je préférais voir un Ponceau ou un Aouchiche à la limite en soutien d'un attaquant qu'un Lefebvre aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais Ponceau fait partie de ces joueurs qui un peu en dilettante sur cette fin de saison. Je sais pas si c'est de la dilettante, mais en tout cas, on a cité Enzo parce que c'est quand même le leader, un des leaders de l'équipe, et forcément, c'est par lui qu'on commence. Mais on pourrait citer Ponceau, décidément. On pourrait citer Ponceau, on pourrait citer Darlene Yongwa, qui fait
c'est un joueur qui a tout approuvé dans les Lillois, faut pas oublier. Je suis pas sûr qu'il ait prouvé grand-chose sur ses récentes apparitions. On peut en citer d'autres. Ça commence à être énervant, on va dire. Bah, tu vois aussi les limites de l'effectif. Hein. Youngwa, c'est pas un joueur, comme tu l'as dit, qui a prouvé en Ligue 1. Kathleen, qui a pas encore prouvé en Ligue 1. Silva, il s'est fait bouffer par Mendes, du coup, dans ce rôle-là. Il a très peu de minutes jouées au FCL depuis son arrivée. Donc, tu as Makengo qui vient d'arriver. Enfin, encore une fois, je trouve que c'est. Je sais pas, tu vois, ça là-dessus, c'est difficile, tu vois. J'attaque pas le résultat. Parce que je pense que j'attaque plus la manière. Tu vas pas gagner 38 matchs dans la saison, ça on s'en fout. Non. Moi, c'est la manière. Et c'est quand je disais en début de saison que je voyais pour la première fois depuis très longtemps se dessiner un projet de jeu, où je voyais exactement ce que le coach voulait faire, là où il progressait, là où il avait envie de se développer. Donc on a joué en transition, bloc très bas, puis le bloc est un peu monté, on a continué à exploiter la transition, puis commencé à avoir du jeu de possession, alterner les deux, c'est là où peut-être on était le plus dangereux. Puis du coup, à un moment donné, novembre, etc., plusieurs raisons à cette descente, je pense qu'on reviendra sur ces séquences-là en fin de saison sur un bilan global. Oui, parce qu'on dit c'est le mercato le tournant, non, le problème il commence avant la Coupe du Monde. Oui, et ça, Loïc Ferry, c'est un petit peu protégé de son mercato en disant que dès novembre, c'était un peu moins bon. Il a pas tort. Il a pas tort, mais le mercato a pas aidé. Après, je rappelle juste qu'entre novembre et décembre, il y avait une Coupe du Monde, donc le FC Lorient n'a pas joué. Donc, oui, non, mais avant la Coupe du Monde, on n'est plus sur le. Non, on n'est plus sur la. Même rythme. Non, après parce qu'il y a certaines indisponibilités aussi, mais bon, bref. Donc moi, mon propos, c'est plus de se dire que dans le résultat, à la limite, c'est pas grave, mais plus c'est le contenu aujourd'hui qui redevient difficile à regarder, et je ne trouve plus cette colonne vertébrale du projet. Donc là, je sais pas ce qu'il a envie de faire. Est-ce que il se dit de toute manière le projet de l'année prochaine va être tellement différent, puisqu'en fait on va perdre beaucoup de joueurs. Donc en fait, je bricole et je fais ce que je peux. J'ai un peu l'impression que c'est ça, cette séquence, et je fais avec les moyens du bord. Et je ne peux pas reconstruire sur quelque chose qui va être pérenne. C'est-à-dire l'année prochaine, de toute manière, je prépare même pas l'année prochaine là. Parce qu'en fait, je ne fais même pas jouer des joueurs On se demandait ça dans le dernier épisode de la Taverne. Est-ce qu'on est en train de préparer la saison prochaine ? Le problème, c'est que là... tu fais pas jouer Dieng. Tu fais pas jouer les petits jeunes. Mais Dieng, quand tu fais jouer, il est pas bon. Il faut dire les choses. Dieng n'est pas bon là. Je dis pas que Dieng est nul. Après, est pas bon quand il joue. Est-ce que tu es juste que boutiste ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que tu fais jouer Dieng coûte que coûte pour te dire de toute manière, je vais pas le vendre cet été puisque je viens de l'acheter, et il va falloir le développer. Sauf si tu te dis, Ibrahima Koné, est-ce qu'il est là l'année prochaine ? J'en sais rien, mais c'est peut-être pas si sûr que ça. Donc concrètement, tu travailles pas pour l'année prochaine si tu benches un Dieng et que du coup tu fais évoluer un Koné. Pareil, en soutien de l'attaquant, tu mets un Lefebvre. Bon, c'est sûr qu'il faut continuer à le faire jouer, etc. Mais tu le fais pas jouer à la bonne position. Pour faire quoi ? Pour faire jouer deux pistons que sont Silva, que tu vas peut-être pas conserver, ou en tout cas pas dans un rôle premier, et un Youngwa qui du coup, je pense, viendra pas supplanter ce qu'il faut reconstruire sur l'aile gauche. Donc finalement, tu vois, tu donnes du temps de jeu et tu construis un système, etc., qui est transitoire et qui va durer quoi ? 4 matchs ? 6 matchs ? Tu vois, c'est un projet court terme, là. Donc, et j'en viens à la fin de mon raisonnement, qui est, quand j'entends Lebris dire qu'on continue à progresser, etc., oui, mais pourquoi faire ? Avec ces joueurs, pour bien finir la saison, avec des idées de jeu pour l'année prochaine ? Là, il faut m'expliquer. Bien finir la saison, moi je veux bien, mais on a parlé d'Europe. Et quand tu vois que là où on est, comme on joue, on est à 11 points de l'Europe, ça veut dire qu'il y a quand même largement de la place pour être beaucoup plus haut que ça au classement. Lyon est revenu à 6 points de la Coupe d'Europe. Attention, ils sont pas loin. D'accord ? Donc, on l'a un peu saccagé. Le mercato n'a pas aidé. T'as pas Mofi, t'as plus Dango. C'est compliqué d'aller accrocher l'Europe. Mais après, on a dit il faut faire le meilleur résultat de l'histoire du club, etc. Donc, il faut faire 6e ou égaliser 7e. Maintenant, t'es à 41, t'es à 9 points de la 7e place. Donc, la 7e place, c'est fini. Ah, mais bien sûr que c'est fini. Mais t'es même à dire, est-ce que tu vas pas finir plus bas ? Tu vas finir plus bas. Et attention,
on nous a dit, quand je dis on nous a dit, c'est pas dans la presse, c'est on nous a dit en direct, hors top 10, ce sera un échec. Bien sûr. Hors top 10, ce sera un échec. Là, je ne vois pas, à part peut-être Nice qui est démobilisé, enfin remarque, mais ça vient derrière, etc. Je pense que ça va être compliqué de finir top 10. Ça va être plus compliqué qu'on ne pensait il y a 6 ou 7 matchs. Ça, donc tu es en train de saccager une saison qui, vu le rythme des potentiels européens, parce que si encore la 5e place était à 20 points, bon, 15. Mais à ce moment-là, tu saccages une fin de saison. Admettons, tu le dis, mais fais jouer les joueurs qui seront là l'année prochaine, tu vois. Ou en tout cas, commence à préconstruire quelque chose. Mais je trouve que c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Enfin, ou alors je le vois mal. Ou alors il faut me l'expliquer, mais je le vois pas. Du coup, Raph, la question c'est est-ce que c'est ça qu'on attend jusqu'à la fin de la saison? C'est ça qui nous attend, jusqu'à la fin de la saison. Des matchs en dilettante pour certains joueurs qui ont déjà la tête ailleurs. On pense à des joueurs qui vont probablement partir. Hein. Enzo il va partir. D'ailleurs, Enzo, finalement, il y avait peut-être une offre. Ah. Ouais, alors du coup, Ferry, du coup, qui a lâché quelques petits éléments à la mi-temps des micros d'Amazon Prime. Il n'avait pas envie de parler de Bill Foley, en tout cas. Il a jeté ça aux oubliettes. Il était content, en tout cas, du moustoir, des 7 rencontres disputées au moustoir à guichet fermé. En tout cas, il est revenu sur ça. C'est bien les matchs à guichet fermé, mais c'est parce que tu vends des places pour en pack. Ouais. Pour Marseille, tu vends des places en pack, machin, les gens sont pas toujours là. Déjà, c'était pas à guichet fermé ce week-end, mon père il y était pas. Il a donné l'idée. On nous ment. Non, c'est vrai que c'était un petit peu clairsemé, mais bon. Après, les places sont vendues, elles sont vendues. Hein, mais il est revenu un petit peu sur la chronologie de la saison, qui avait toujours des objectifs, etc. Et en effet, il est revenu sur Le Fait, puisque du coup, il a été interrogé sur les départs, et notamment de Le Fait, puisqu'il l'a annoncé dans la presse, Le Fait. Loïc Ferry fermait aucune porte. Hein. Il dit, nous, on n'a pas fermé le dossier. On pourrait continuer à travailler sur la prolongation. On pourrait aussi le vendre. Et on pourrait aussi lui dire que il a un contrat honoré jusqu'à la fin. Donc en tout cas, il y avait ces trois options-là. En tout cas, c'est ce qu'il a pu exprimer au micro d'Amazon. Donc ça reste assez évasif, mais concrètement, il y a un autre élément qui était un peu, je pense, peut-être difficile à entendre pour certains supporters, parce qu'il est revenu sur le fait qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire 2 ventes cet hiver. Donc, 2 ventes, 1 et 2, ou de faire une vente? Il n'y avait pas besoin de faire une vente supplémentaire, c'est-à-dire de vendre Mofi. Mais ça, on le savait. Oui, on le savait. Après, il faut aussi se dire que... C'était très clair. C'est que le FC Lorient ne voulait pas vendre Terem Mofi. Terem Mofi voulait partir, et Lorient a dit, soit c'est 30 millions, c'est-à-dire un chiffre qu'il pensait que Nice ne mettrait pas, ou un chiffre qui serait impossible à refuser pour un club de la taille du FC Lorient. Voilà. Et à 30 millions, il part. Ils ont mis 30 millions, il est parti. Mais il n'y avait pas un besoin financier urgent de vendre. Et d'ailleurs, dans la rhétorique, du coup, dans le discours, là, c'est regardez quel club de Ligue 1 a mis plus de 20 millions cet hiver. Ah oui. Non, mais faut prendre un exemple. Tu n'as pas besoin de vendre ta voiture. On te propose 500 000 balles pour ta voiture, tu la vends. Tu vois ce que... Non, mais... Le Dragster, c'était un Dragster, c'est pas une voiture. C'est un peu la même logique, oui. Moi, je veux bien qu'on crie au scandale pour ça, mais le FC Lorient n'est pas en position de refuser 30 millions. De toute façon, c'est déjà beau qu'ils aient refusé 25, attention. Tu as quand même un petit déficit structurel qui t'oblige à vendre des joueurs à Lorient. Oui, mais celui-là, il était comblé par Dango, par Armand, faut pas oublier. On a vendu Armand en début d'année. Ouais. Alors, on aurait peut-être pu le vendre plus cher, du coup, à la réflexion, mais on l'a vendu. Et la réalité de septembre, c'est pas la même qu'en janvier. Il faut pas oublier non plus qu'il y a Mediapro derrière tout ça qui est passé là. C'est ça. Faut pas oublier d'où on vient, le Covid, Mediapro. Donc voilà. Après, oui, il a probablement raison qu'on dit qu'on n'avait pas besoin. C'est-à-dire que Lorient n'avait pas besoin de 30 millions pour survivre. Mais tu peux pas refuser 30 millions d'euros quand t'es Lorient. Faut être réaliste, les gars. Non, c'est clair. Non, mais ça, on est tous d'accord. Enfin, l'offre de Mofi, elle est, tu peux pas la refuser. Oui. Et c'est comme si demain ils mettent 30 millions pour
Pour Vogo, il part. J'invente. Personne ne mettra 30 millions sur un gardien, mais on se comprend. Donc je disais, est-ce que c'est ça qui nous attend jusqu'à la fin de saison? Des joueurs un peu dilettantes, Enzo le fait, non. Laurent Abergel qui sera probablement plus là l'année prochaine. Ouais, c'est clair. Oui, ça va partir, ça. Voilà. Qui est-ce qui devrait partir encore? Talbi, on le dit à chaque épisode, il partira probablement. On espère qu'il reste. Il a encore beaucoup d'années de contrat au FC Lorient, donc on espère qu'il reste. 4 ans. Qui est-ce qui pourrait partir comme ça là, de tête? Après, c'est plus les joueurs qui sont en manque de temps de jeu et qui, du coup. Un Koné, tu vois, à un moment donné, tu vois, tu prends pas la place de numéro 1. Ok, t'as des minutes et t'es super sub, mais à un moment donné, il va peut-être envie de changer. Il y en a 2 qui vont pas partir, c'est Vito et Vogo. Ouais, puisque prolongé, du coup, quasiment tous les deux en même temps. Donc, ça, j'aime beaucoup cette stabilité sur le poste de gardien. C'est une bonne nouvelle. Vito qui finalement a démontré qu'il était un excellent numéro 2 et qui pouvait dépanner sans aucun problème. Ça sonne peut-être aussi le glas de Teddy Bartouche au FC Lorient. Mais qui sera numéro 3 du coup? Alors il y a une rumeur, j'entends un truc d'un joueur anglais qui signerait un gardien anglais. Ok. J'ai pas l'info, donc je peux pas t'aider. Mais voilà, un gardien anglais qui signera en 3. Mais on verra bien de toute façon. Mais là où t'as raison, c'est que du coup, en ayant ces 2 goals gardiens du coup pour l'année prochaine, le sujet est clos, quoi. Enfin, en tout cas. Oui. Donc il te reste. Du coup, je reviens à ma question. Talbi, Meïté, tu te dis que ta défense centrale, sauf vente de Talbi, je pense qu'elle est là pour l'année prochaine. Par contre, t'as tes couloirs, quoi. C'est surtout le côté gauche. A été prolongé. Oui, mais ça veut pas forcément dire que concurrence. Voilà. Donc, parce que Darlene Nyong'o est venu pour le concurrencer. Oui, mais c'est pas ça. Non. Là, il faut. De toute façon, il y a tellement de chantiers là qui. C'est quasiment 2 joueurs par. Enfin, pas 2 joueurs par ligne, parce que derrière, il n'y aura pas 2 joueurs, mais au moins 1. Mais c'est quasiment 2 joueurs par ligne. Et puis la question du numéro 9 va se poser de toute façon. Mais ça, on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard. Du coup, je reviens à ma question parce qu'on digresse beaucoup. C'est vrai. C'est le format Trash Talk. C'est normal qu'on digresse. Qu'est-ce qui nous attend pour la fin de saison là? Qu'est-ce qui nous attend? Moi, je suis prêt à mettre une pièce sur un match très très correct contre le PSG, parce que c'est le PSG, parce que c'est au parc, parce que les mecs vont jouer contre Messi et Mbappé, il va y avoir des caméras, ils vont être vus partout, machin. Donc là, ça va faire un bon match. Puis derrière. Ouais, après ça peut faire 4Z aussi, mais du coup c'est. Oui, mais encore une fois, le résultat, tu vois. Mais sur l'implication dans le match, on verra du mieux, forcément, parce que c'est contre le PSG. Et ça m'énerve. Mais pour le fin de saison, qu'est-ce qu'on attend, quoi? La problématique qu'on risque d'avoir face au PSG, c'est qu'on n'a pas cette capacité à les surprendre par ce fameux jeu de transition. Donc en fait, on va subir, et même quand on aura les ressorties, on va rien faire. Donc ça peut être très très pénible aussi. Ça peut être long ce match, ouais. Ça peut être très long. Après, faut voir. Peut-être que le Brise va trouver quelque chose, etc. Mais moi, je suis vraiment très embêté du fait qu'on a construit le succès d'une saison sur ce jeu de transition pendant une 15aine de matchs. Et du coup, en fait, cette dépendance, elle était vraiment ancrée sur 2 joueurs, et la capacité d'alimenter via de bons passeurs type le fait et compagnie en transition. Désolé, je répète souvent ce point-là, mais je ne vois pas comment aujourd'hui Lorient peut être dangereux avec ce qu'a démontré l'effectif jusqu'à présent dans ce nouveau format de jeu. Je nous trouve, mais d'une timidité sans nom, quoi. Enfin, tu fais peur à qui aujourd'hui, en fait? Personne. Regarde, on est 17e au classement depuis le retour de la trêve. Donc tu fais peur à personne. On peut donc se réjouir peut-être d'avoir construit sur 15 journées, d'avoir acquis le maintien en fait sur ces 15 journées. Quand tu vois la lutte pour le maintien en bas de tableau, c'est clair. Je suis plutôt... Parce qu'il faut aussi se rappeler d'où on vient, etc. Mais je pense qu'on aurait tous signé pour ça en début de saison. Ça faut arrêter. En fait, là, on est énervé parce que c'est frustrant le début de saison. Mais je suis assez content de ne pas recevoir Brest en étant à la lutte pour le maintien avec eux dans 2 semaines là. Surtout avec cette dynamique vraiment pas terrible. Donc, ouais. Donc je sais pas, peut-être que du coup le Brise pense que
il y a moyen de faire quelque chose de cette équipe avec ce jeu de possession. Peut-être qu'il y croit dur comme fer. Peut-être qu'à l'entraînement, il voit des choses qu'on ne voit pas. Il voit des joueurs progresser. C'est même sûr qu'il voit des choses qu'on ne voit pas à l'entraînement. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on ne les voit pas concrètement, voit pas concrètement en match. Tu vois. Enfin, aujourd'hui, quand je t'ai dit en intro, ouais, il y a eu 22 centres pour le FC Lorient, c'était une consigne. C'est quoi l'effet de cette stratégie de centrer, etc. Il n'y a eu aucune production via du centre. Zéro. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a des idées, mais dans l'exécution derrière, il y a très peu d'applications concrètes et très peu d'efficacité. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est un attaquant d'un m90, Ibra Koné, qui n'a pas mis un but de la tête de sa carrière, quoi. Donc tu peux faire 22 centres si t'as pas un mec qui sait jouer de la tête. Pourtant, il a le gabarit pour aller emmerder les gars. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quel est le type de situation ou le type de construction d'attaque où on se dit qu'on met en difficulté notre adversaire? Percussion de Fèvre, même pas. Contre-attaque de Stéphane Dera, non plus. Non, mais franchement. Ouais, c'est compliqué. Donc, prochain match, c'est le PSG. Voilà. J'allais te dire, est-ce qu'on se fait un petit 11 contre le PSG, mais. Allez, si. Allez, moi, je serai en parquage, donc du coup, je peux pas mentir. Je vais voir ce match et je serai content d'y être. Bah tiens, tu réponds à la question que j'avais posée d'ailleurs, c'est avant qu'on passe au 11 contre le PSG. Pourquoi est-ce qu'on perdrait un dimanche après-midi? Parce que 17h, ça nique l'après-midi, là. Pourquoi on perdrait un dimanche après-midi à regarder ce match-là? Alors, est-ce que tu as les bonnes raisons? Toi, tu seras en parquage. On perd en ce moment le dimanche, mais du coup, pourquoi on perdrait notre dimanche, tu veux dire? Mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'on perdrait du temps à regarder ça, quoi? Toi, parce que tu seras en parquage. Ah, pour Paris, après... Oui, bien sûr, non, mais voilà. Donc, tu seras en parquage contre Paris. Moi, je me pose la question. Je pense que tu peux te faire balader quand même. Ouais. Après, on a un podcast à animer, donc ce serait plutôt bien de voir les matchs. Nous, on est un peu obligé de voir les matches quand même. Ouais, c'est ça. Ça devient un petit peu ridicule. Et on n'est pas payé pour. Hein. Non, on n'est pas payé pour. D'ailleurs, on cherche toujours un sponsor pour les rares personnes qui nous écoutent. Très bien. Le trésorier de l'association. Ouais, c'est ça. Concrètement, parce que j'ai encore un espoir de voir quelque chose dans la trousse, dans la boîte à outils de Régis Lebris. Je lui fais confiance dans le fait de construire quelque chose, puisqu'il l'a démontré et il l'a prouvé sur ce début de saison. Ça me choquerait qu'il n'ait pas d'idée. Oui, non, alors pour être très clair, je parle en mon nom et je pense au nom du tien et du podcast. On a toujours confiance en Régis. Hein. Ah oui, bien sûr. Pierrot, il dit je sais pas, mais les autres, nous, on a... à part Pierrot. Qui du coup a plutôt tendance à tirer et à poser des questions après. On a encore confiance, mais c'est sûr que du coup la confiance elle s'est créée en début de saison, mais elle doit aussi être travaillée, se conserver, et c'est vrai qu'elle commence à s'effriter. Et d'ailleurs, en fait, on a souvent mis en avant le discours des joueurs, et je me souviens surtout du propos de Vogo après la réception de Lyon, qui avait dit Régis Lebris a vu des choses face à Lyon, on les a exploitées, c'est grâce au coach si on a gagné. Oui, non, mais bien sûr. C'est très loin ça, hein, ce genre de propos. Je sais pas d'ailleurs si aujourd'hui, compte tenu de cette fin de saison, les nombreux départs, la vente des joueurs comme Mofi et Ouattara, si du coup le vestiaire vit aussi bien qu'au début de saison. Tu vois, forcément, les résultats doivent impacter, mais là, on parlerait sans vraiment savoir. On le fait souvent. Alors, à Bergel, en tout cas, dans les couloirs du Moustoir, encore une fois au micro d'Amazon, répondait par la négative aux propos de Pierrot qui disait que le FC Lorient était en roue libre. Il disait que Lorient n'était pas en roue libre. Il sait bien de le dire, mais c'est quand même l'impression que ça donne. Je veux bien croire ce que nous dit Lolo à Bergel au micro, mais le fait est que ouais. Tu vois, cas, bon. Non, mais il y a certaines. Tellement en roue libre que sur la Flèche Wallonne, tu pouvais faire top 10, quoi. Faut dire les choses. Ok. Donc, non, mais c'est clair. Voilà. Et puis en plus, il y a quand même quelques stats et même juste avoir des yeux, quoi, pour le voir un petit peu quand même. Donc bon.
Allez, Ouais. le 11 pour PSG, Vogo dans les buts. Vogo dans les buts, et je pense que je me mets en mode premier match de la saison. Rennes-Lorient. 4-4-2, du coup à plat en phase défensive. Je repartirai en 4-4-2. Et bizarrement, je vais me contredire. Alors non, je vais pas me contredire. Je vais utiliser une paire au milieu. Abergel le fait. Devant, du coup, Koné, Ponceau. Donc avec Ponceau en 10, mais phase en 4-4-2. Fèvre à droite, qui peut repliquer dans l'axe un petit peu. Et à gauche, c'est là où ça m'embête. C'est que du coup, j'ai pas le Brise. Du coup, je suis obligé de faire jouer Kathleen. Arrière gauche, du coup, Le Goff, Talbi, Meïté et Kaloulou à droite. Voilà, en gros. Donc, je bench Makengo, en fait. Mais par un souci tactique, pas par un souci. Ouais. Makengo qui fait pas un très mauvais match contre Toulouse, sauf erreur de ma part. Enfin, il est au niveau des autres. Ouais, bon, on oublie. Laporte qui sera toujours pas disponible contre le PSG. Laporte qui devrait revenir après Brest. Peut-être. Non, Peut-être. Ouais. Et moi, il nous a dit que c'était juste. Ouais, voilà, c'était juste. Donc ce sera peut-être Montpellier. On espère. Donc, ouais, t'as lui Meïté. Kaloulou. Ouais, Kaloulou, ouais. Ouais, Kaloulou titulaire. Kaloulou titulaire. Donc il y a soit ça, soit du coup 4-1-4-1, et là à ce moment-là tu sors par exemple un Ponceau, et tu mets par contre le fait Makengo avec Abergel en 6. Tu vois, voilà. Donc c'est les deux Après, possibilités. en face, c'est pas non plus le PSG. C'est pas la meilleure équipe du PSG, donc Peut-être qu'ils vont faire tourner un petit peu, non? j'en sais rien. Ouais. Et il y a Etiquité qui leur coûte 400 000 par mois, il serait bien de le faire jouer un peu. Un petit prono? Prono, voilà là. 2Z. Ouais, j'allais dire 3-0 moi. Ouais. 3-0, histoire de bien nous enterrer avant le derby et que les mecs soient peut-être un peu motivés avant le derby, parce que ça m'inquiète un peu cette histoire de recevoir Brest. Brest, ils viennent, ils jouent leur vie, quoi. Eux, ils jouent leur vie, c'est un derby, toi t'es à moitié en claquette. En tout cas, apparemment, le parquage d'Orientré sera complet. Le partage orienté au Oui, parc. le parquage orienté au parc sera Ah oui, complet, d'accord. du coup, et Brest, du coup, en c'est fait, Roustan. il a été grossi par rapport aux précédentes rencontres. Donc, le parquage sera dimensionné pour 1000 personnes, apparemment. C'est quand même une des grosses satisfactions de cette saison. On aura le temps, on fera un grand bilan de la saison, probablement sur Twitch en direct d'ailleurs. Ouais. En fin de saison, c'est une des grosses satisfactions, c'est évidemment l'affluence au stade, l'ambiance au stade. Il y a quand même des belles choses à raconter et on espère pouvoir en parler bientôt avec quelqu'un. Oui, avec, Voilà. avec quelqu'un. C'est en train de On se vous tiendra au préparer. courant. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce PSG FC Lorient. Oui, on va pas se demander si on peut contenir Messi ou Mbappé ou machin. On s'en fout, on verra bien. J'ai quelques questions des auditeurs. Alors attention. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Excuse-moi. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à la meilleure demi-saison du FC Lorient en Ligue 1, en parlant de la première partie, mais de la pire du FC Lorient en Ligue 1 en parlant de la deuxième partie? Bah, peut-être pas la pire. Ouais, non. Il y a eu des séquences, franchement, Alors, sous Pélissier où c'était catastrophique. Enfin, et puis je on peut trouve. retourner encore un peu en arrière. Hein. Non, je pense que du coup, notre troisième arrivée en Ligue 1 est plutôt OK. Tu vois, de 2006 à 2012, c'est honnête. Après, il y a plus une descente entre 2012 et 2016 sur la qualité et sur le fil rouge, sur le projet de jeu, etc. Mais là, les deux années de Pélissier, il y a vraiment eu des gros trous, quoi. Faut être honnête. Hein. On nous parle du niveau physique des joueurs, en disant que les joueurs ont l'air d'être cramés. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Et on souligne, c'est Chef56 qui nous dit que le préparateur physique, c'est le même depuis un moment. Les entraîneurs passent, lui il reste. Est-ce que c'est un dossier qu'il faut ouvrir, tu penses? Dossier qu'il faut ouvrir, je sais pas, parce que j'ai pas assez d'informations à ce niveau-là. Je vais pas casser du sucre sur des personnes et sur des professionnels. Hein. En revanche, du coup,
c'est sûr qu'on voit moins de jus. Je sais pas si c'est psychologique ou si c'est physique, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve que le pressing sur Porter et je reprendrai un mot de Régis Lebris, est pas très énergétique. Je trouve qu'on manque de. On voit plus les chiens de la casse, en fait, qui courent après le ballon de manière super synchronisée, à la perte, etc. Regardez un match, les 5 premiers matchs, vous regardez 10 minutes, juste 10 minutes. Vous regardez le bloc en place, il est plus bas, certes, mais par contre, ça coulisse, ça agresse le porteur, ça vient gratter un ballon, etc. Là, Ouais, là on fait des c'est fautes, pas plutôt un on arrive en problème retard. Est-ce que c'est pas plutôt un problème d'envie que Peut-être. physique? Ouais, moi, je trouve qu'il y a une part d'envie, en tout cas. Ouais. Je pense qu'il y a à la fois un système tactique qui, du coup, nous fait jouer diamétralement enfin, vraiment de manière très différente de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Et après, il y a peut-être, à un moment donné, c'est aussi le cerveau qui te fait avancer, quoi. Qu'est-ce qu'on nous demande? Est-ce que c'était le pire match de la saison? Fofo, bon, on a déjà répondu, on se pose la question un peu tous les week-ends, donc on est un petit peu négatif en ce moment, mais bon, on nous donne des raisons. On est chafouin. Sam Lebrise nous demande si Dieng égale Garbage ou c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Je sais que tu vas l'aimer cette question. Ah, je l'aime bien. Alors, c'est quoi, d'un point de vue sportif ou d'un point de vue financier? Dieng égale Garbage, pour l'interrogation. Ou c'est encore un petit peu tôt? C'est encore un petit peu tôt. Pourquoi c'est encore un petit peu tôt? Parce que la cote de Dieng n'a pas encore eu le temps de trop descendre. Mais elle va continuer à descendre. Donc je vous ferai un petit top quand la cote de Dieng sera aussi basse que celle d'Adrian au moment où je parlais d'accident industriel. Parce que ça risque. Enfin, en gros, ils ont à peu près la même valeur à l'achat. Et si on bench un Dieng et qu'on ne le retrouve pas la saison prochaine en fer de lance de l'attaque lorientaise, bah il va se retrouver progressivement à une valorisation qui va s'approcher des 4, 3 millions et puis 10, quoi. Donc, et là, on s'approchera de l'accident industriel, jurisprudence Adrian Garbage. Question de Alomato. Quid d'Eddie Croupi Junior? Je pense qu'il parle de Eddie Croupi Junior. Oui. Pas de son père. Quid? Pourquoi ne pas le faire jouer vu que j'imagine c'est la suite de cette question? Vu que de toute façon on prépare la saison prochaine. Moi je pense que si Dieng est bench comme ça et qu'à un moment donné on se dit aussi qu'on n'a plus forcément envie de le challenger en tout cas, je pense que ça peut être pas mal de donner quelques minutes. Il a que 16 ans. Oui, non, mais une titularisation me paraît vraiment disproportionnée. Mais peut-être, tu vois, quelques minutes. Il était dans le groupe contre. Il a fait 2 ou 3 groupes, je peux me tromper, mais il a fait 2 ou 3 groupes. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais du coup, oui, c'est encore très jeune, quoi. Enfin, c'est encore très jeune. Aurel Sam nous dit que Toulouse était venu en vacances en préparation pour la finale de la Coupe de France. Du coup, c'est un bon match pour eux. Il était content, Aurel Sam, qui visiblement est supporter toulousain. Voilà. Bah, j'ai envie de dire oui. Enfin, en gros, ils ont pas vu une équipe en face qui était capable de faire autre chose que d'avoir le ballon sans rien proposer devant. Donc, ils ont eu 2-3 occasions. On a concédé 4 tirs cadrés, ce qui n'est pas énorme, hein. Mais bon, on s'en prend quand même, tu vois. Donc, Toulouse a été opportuniste. Ils ont saisi les quelques petits coups qu'ils avaient, et puis ça fait mouche parce qu'on n'a pas su se replacer et qu'on fait, on fait plusieurs erreurs individuelles sur une seule et même action. Voilà, c'est puni. Voilà pour les questions cette semaine. Il y a même des partisans toulousains qui viennent nous poser des questions. C'est magnifique. La taverne s'exporte. J'ai un petit quiz pour toi. Allez. Mais je me demande si je n'avais pas déjà posé la question, donc vous me le direz dans les commentaires. Parmi les nationalités de joueurs qui ont évolué au FC Lorient. Ah si, je crois que tu l'avais faite. Mais bon, hors français. Le top 5 si. Tu l'avais déjà fait? Ouais, tu l'avais déjà fait. Si. Bah, vas-y du coup alors. Top 5. Top 5, je pense qu'on doit avoir Sénégal dans le top 5. Ouais, le Sénégal, en effet. Qui est 3e. 3e? Ouais. C'est 5 pays africains.
On doit avoir l'Algérie, évidemment. L'Algérie en 1 avec 15 Ouais. joueurs. Alors après, est-ce que... Des centres de flics chez toi, Raphaël? Ah, non. D'accord. Ça va, j'ai rien à me reprocher pour l'instant. Je je pense pas que Tunisie et que Maroc Non. soient bien Non, représentés. non. Et je dirais Cameroun, Pas du tout. Mali, Non plus. En 2, on avait Côte d'Ivoire. Koné. Ouais, Côte d'Ivoire. Très Ouais. bien. Puis le Gabon et la Guinée. Du coup, Ah oui. en 1, c'était... Oui. En 1, c'était l'Algérie. Ouais, bon, ça c'est l'ordre Eh ben, normal par rapport. Combien Mais de très loin, en plus. joueurs oui, 15 joueurs algériens, il n'y en a que 7 ou 8, j'ai plus le chiffre. Pour la Côte d'Ivoire, je ne l'ai pas noté en fait. Ok. Voilà. Combien de joueurs algériens tu peux me citer sur les 15? Alors, on a Ziani, Bien sûr, on a Saifi, bien entendu. on a Mansouri, Walid Mesloub, on a du coup en défense centrale, on en a eu un, Medjani. Ouais. On a. J'en oublie là quelques-uns. Medjani était plutôt milieu. Ouais, il a joué les deux. Central. Défense D'accord. centrale et 6 aussi. Ouais. Ok. Le. Comment il s'appelle? Mostefa. Ouais, Mehdi Mostefa. On a eu quoi d'autre? Mehdi Mostefa, un des derniers Algériens à avoir joué au FC Lorient. Mesloub est le dernier Algérien à avoir joué au FC Lorient. Ouais. J'en oublie encore. Hein. Ouais, t'oublies un attaquant de légende. Un attaquant de légende. Il y a 2 attaquants, mais t'en oublies un de légende. Qui commence par un B. Oui. Bouafir. Oui. Sinon, il y avait un autre attaquant, mais alors là, ça remonte, c'est dans les années 60. Ah, j'ai pas là. Non, mais moi non plus, on va pas se mentir. Kenan Mahi, dans les années 80, un milieu de terrain, Jamel oh, c'est pas facile ça. Jamel Tremkani. Ouais, on le remercie. Il a fait 2 ans. Il venait de Sochaux. Oui, c'est en 99-2000. Malek Haït Alia qui a disparu de ma mémoire, je vais pas vous mentir. Clairement, j'ai pas. Milieu de terrain, Moussa Saïb, c'est au début des années 2000. Ouais. Carmel Jani, tu l'as dit. j'ai dit. Kamel Larbi. Ah oui, Kamel Larbi, ouais. Ouais, mais il n'a pas fait très longtemps au FC Lorient. Non. Très peu Ça de temps. n'a pas été incroyable. Un certain en 2006, Jamel Mesbah. Alors je me demande même s'il a joué en fait. Je me demande s'il n'avait pas été prêté 6 mois, tu vois, un truc comme ça. Parce que vraiment, c'est un nom qui ne m'évoque absolument rien. Dites-nous. Et puis après, Rafik Saifi, Yazid Mansouri, Rafik Bouderbal. Je sais pas si tu l'as mentionné. Je l'aime, mais il est pas revenu comme ça là. Ouais. Ok. Et puis surtout Mehdi Mostefa. Mehdi Mostefa. Et donc Walid Mesloub, le dernier Algérien en date au FC Lorient. Ça manque les Algériens au FC Lorient. Bah ouais. Je suis très. Franchement, moi, je suis resté impressionné par le contingent algérien qu'on a pu avoir. Franchement, il y avait de la qualité technique. Moi, franchement, pour avoir vu peut-être dans les années où je suivais avec le plus de ferveur le FCL, Saifi, je trouve c'était incroyable. Incroyable ce joueur. Tu veux faire le top 5 all-time des Algériens du FC Lorient? Saifi. Tu mets Saifi en 1, Saifi Bouafir en 2. 1. Ouais, et je pense qu'en 3, ça peut paraître bizarre, mais je mettrais Ziani. Parce qu'il a porté l'équipe. Je pense que c'est pas bizarre du tout en fait. Ouais, il a vraiment porté l'équipe à son époque. Ouais, un petit Yazid Mansouri en 4. Ouais, parce qu'il a bien dépanné dans l'entrejeu aussi sur le côté droit, alors que c'était pas son poste. Donc ouais. Toutes nos excuses à Jamel Tlemkani et Kenan Mahi, hein, on ne connaît pas leur niveau de jeu, donc on va pas se permettre de les classer. Et en 5, ça se joue entre Walid Mesloub et Karl Medjani. Hein. Ouais. Mostefa. Non, soyons sérieux. Ouais, non, allez, mettons Mesloub. C'était un guerrier, Mostefa, et pour les opérations maintien, parce que tu veux, c'était très bien. Ouais. Walid Mesloub. Mettons Mesloub. Ouais, Walid Mesloub, et en plus, pour ses activités hors football, c'est quand même. C'est comme dans la légende du FCL. Donc... C'est clair. Donc voilà, on va se laisser là-dessus sur Walid Mesloub. On espère qu'il nous écoute depuis
Non. Depuis là où il est. Voilà. Depuis là où il est. Je vais rien dire. Raph, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci Alors, à toi. Et j'espère que puis... c'était- Oui, dis-moi, vas-y. Non, c'était tout. Je te remercie une nouvelle fois d'être là, de répondre présent à chaque fois, puisque sans toi, on ne pourrait pas faire ce podcast, parce que c'est toi qui anime. Si, vous le feriez moins bien, mais vous le feriez. On l'a fait une fois. Ouais, c'est vrai. Et on a perdu 50 abonnés, je crois. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est pour ça qu'on a arrêté, d'ailleurs. C'est ça, exactement. La suite du programme pour nous, c'est quoi? C'est le live de fin de saison sur Twitch, probablement, faire un petit débrief. On a plusieurs choses. Je pense que du coup, on essaiera de vous réserver quelques surprises avec plusieurs intervenants d'ici la fin de la saison. Un gros Twitch de fin de saison pour faire le bilan et revenir sur pas mal d'aspects, chronologiquement, quelques thématiques aussi, puis l'après, le mercato, etc. Et puis voilà, c'est déjà pas mal déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on essaiera de communiquer si on a... Si ça se concrétise. Voilà, c'est ça, on veut pas non plus trop en dire, mais on a des idées en tout cas. On a envie de développer certains projets, donc on essaie de se structurer aussi. Donc, et puis on va essayer aussi de vous solliciter pour la remise du trophée. Je pensais que tu avais demandé de la thune aux gens comme ça. Là, non. C'est quoi, non, pas du tout, mais comme chaque fin de saison, on vous demandera de voter pour plusieurs trophées, et notamment la Taverne d'Or. Et on essaiera la Taverne d'Or la Taverne d'Or aux gagnants. C'est à son comble. Donc les trophées de fin de saison, on rappelle, c'est Taverne d'Or du meilleur joueur de la saison. Le doute est insoutenable. Et on verra du coup le choix des auditeurs. On leur fait confiance. Totale confiance dans nos auditeurs. Mais rappelez, on a quand même des votes, nous aussi, attention. Ouais, la meilleure progression, le rookie de l'année et le flop de la saison. On rappelle qu'Adrian Garbich, détenteur du titre depuis 8 saisons. Tel un dictateur africain, Adrian Garbich trust. Malgré le veto automatique de Pierrot. C'est ça. Donc pour les trophées, on va pas tarder à s'activer puisque je pense que la messe est dite, mais d'ici 3-4 journées, je pense qu'on va pouvoir commencer à procéder au vote. Et on vous tiendra au courant. D'ici là, on vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Si vous nous regardez sur YouTube, vous vous abonnez, vous mettez des petits likes, des pouces, des machins, la petite cloche. Et sur les plateformes de streaming audio également, merci de vous abonner, de mettre des petites étoiles ou ce que vous voulez sur ces plateformes. Ça nous aide beaucoup. Merci à tous. Raph, rendez-vous dimanche au parc? Ouais, parkage pour moi avec beaucoup de monde. Ça va être sympa. Ouais. C'est cool. Puis en plus, comme ça s'est plutôt bien passé tes derniers déplacements, ça sent la grosse branlée encore pour écoute, oui, je suis pas verni. Hein. Donc déplacement à Lille, défaite. T'étais pas du Reims, du 4-1, 4-1 ouais, c'est ça. Non, il y avait 2-0, on a perdu 4-2, pas 4-1, pardon. Par contre, j'ai quand même une victoire sur le déplacement à Rennes en début de saison, un match nul à Toulouse puisque j'avais fait le 2-2. Donc bon. Bilan pas terrible. Pour pas dire mauvais. Ouais. Et puis j'ai quand même cette première place à conserver sur les On s'en fout de ça. l'orientation. Oui, je sais, mais ça t'énerve parce que t'as lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire. Tu as commencé à jouer et tu as lâché l'affaire. Quand j'ai vu que j'étais nul, j'ai arrêté. Merci Raph, à bientôt. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux. Ciao. Yes, merci à tout le monde. Ciao.